Un milliardaire a aidé un vieux aveugle de 70 ans abandonné à mourir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Une brise glaciale soufflait sur la ville de Nice ce soir-là, balayant les rues désertes de l'hiver. Émile Dubois, le jeune entrepreneur millionnaire dans le secteur technologique, rentrait chez lui après une journée éprouvante de réunions et d'appels téléphoniques. Le vent mordait, et malgré son manteau coûteux, il se sentait légèrement envahi par un frisson de malaise. L'ambiance froide de la ville ne correspondait pas à la chaleur qu'il avait l'habitude de ressentir dans son appartement de luxe, en haut d'un gratte-ciel surplombant la baie. Alors qu'il marchait à travers la vieille ville, ses yeux se posèrent sur une silhouette solitaire, floue dans l'obscurité. Un homme âgé, assis sur le trottoir, tremblait de froid. Il portait des vêtements usés et décolorés, qui ne lui offraient presque aucune protection contre le vent perçant. Mais ce n'était pas la condition physique de cet homme qui interpella Émile. Ce qui le troubla, c'était sa cécité manifeste. Il semblait ne pas voir le monde autour de lui. Émile s'approcha lentement, intrigué. « Excusez-moi, monsieur, » dit-il, sa voix douce mais ferme. L'homme leva la tête lentement, ses yeux blancs vides, son regard perdu dans l'infini. « Je suis perdu, » murmura l'homme, sa voix tremblante. « Je ne sais même plus où je suis. » Émile se sentit submergé par une vague de compassion. « Laissez-moi vous aider, » dit-il instinctivement. Il tendit la main, et l'homme, visiblement hésitant mais épuisé, l'attrapa. « Je m'appelle Georges Lefebvre, » dit l'homme. « Je ne devrais pas être ici. J'ai perdu tout ce que j'avais. » Émile aida Georges à se lever, le soutenant fermement. Il l'accompagna à son propre véhicule, où il l'installa avec soin. Georges, bien qu'aveugle et désorienté, ressentait l'humanité qui émanait d'Émile. Une connexion silencieuse mais profonde se forma entre les deux hommes. Émile, touché par l'histoire du vieil homme, décida de l'emmener chez lui, là où il pourrait se réchauffer et se reposer pour la nuit. Ce fut là qu'Émile apprit que Georges Lefebvre n'avait pas toujours été cet homme vulnérable et seul. Bien au contraire, Georges avait été un homme de grande fortune, respecté dans le monde des affaires, un homme qui avait tout pour réussir. Mais tout cela avait changé grâce à l'avidité de son propre neveu, Antoine Boucher. Antoine, qui avait toujours été l'héritier désigné de la fortune familiale, avait fait une chose impensable. Il avait fait déclarer Georges mentalement incapable. En utilisant ses contacts et en manipulant la situation, Antoine avait réussi à prendre le contrôle total des biens de son oncle. Mais Antoine ne s'était pas arrêté là. Pour se débarrasser définitivement de Georges et éviter toute opposition, il l'avait abandonné, jeté dans la rue comme un déchet. Le vieil homme n'avait même pas eu la chance de comprendre la trahison qui s'était abattue sur lui. Émile, profondément choqué, se sentit lié par un sentiment de justice. « Je vais vous aider, Georges, » dit-il d'une voix pleine de détermination. « Ce que votre neveu vous a fait n'est pas juste. Il paiera pour cela. » Georges hocha lentement la tête, un soupir d'espoir s'échappant de ses lèvres. Émile savait qu'il n'était pas simplement question de rétablir la justice pour un vieil homme abandonné. Il était maintenant déterminé à découvrir la vérité derrière cette trahison et à s'assurer qu'Antoine Boucher paierait pour ses actes. Mais ce que ni Émile ni Georges ne savaient encore, c'était que cette histoire allait aller bien plus loin qu'une simple vengeance familiale. Un secret profond et inattendu allait bientôt ressurgir, un secret qui allait lier les vies de ces deux hommes d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le lendemain matin, le soleil perça à peine l'horizon de Nice, offrant une lueur froide et timide. Mais pour Émile Dubois, cette journée promettait d'être bien plus importante que les affaires habituelles. Assis dans son bureau, son regard était plongé dans un document qu'il n'arrivait pas à quitter des yeux. Ce n'était pas un contrat ou une analyse de marché, mais une demande officielle de curatelle, signée par son neveu, Antoine Boucher. Le papier, dans toute sa simplicité, avait changé la direction de sa vie. Antoine avait effectivement fait déclarer Georges Lefebvre comme étant inapte à gérer ses affaires, une manœuvre astucieuse pour prendre le contrôle d'une immense fortune. Émile se pencha en avant, une lourde sensation de colère montant en lui. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-il entre ses dents. « Je ne peux pas laisser cela passer. »
Il se leva brusquement de son siège et se rendit dans son bureau adjacent, où Clément Faure, l'avocat qu'il consultait de temps en temps pour ses affaires personnelles, l'attendait. Clément avait un air sérieux, son visage marqué par une fatigue apparente. Mais lorsqu'il aperçut Émile entrer, il se leva rapidement, une lueur de détermination dans ses yeux. « Émile, » commença Clément, « j'ai étudié les documents. Antoine a bien manéuvré, et le tribunal lui a accordé la tutelle sur Georges. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Émile s'assit, l'air pensif. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Clément se massa le menton avant de répondre. « Le document est authentique, mais il y a des anomalies dans le processus. Il semble que la demande de tutelle ait été déposée sans que Georges ait été correctement évalué par un professionnel indépendant. Cela pourrait être un terrain pour annuler cette décision. »« Tu es sûr de cela ?» demanda Émile, son regard se durcissant. Clément hocha la tête. « Il y a des failles dans le dossier. Et je pense que si nous nous y attaquons de manière méthodique, nous pourrons remettre Antoine en question. Il est évident qu'il a manipulé la situation. » Émile se redressa, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. « Alors, il est possible de récupérer la fortune de Georges et de remettre Antoine à sa place. » Clément sourit légèrement. « C'est possible. Mais il va falloir être très prudent. Antoine est un homme puissant et rusé. Nous devrons rassembler des preuves solides. » Ce matin-là, Émile et Clément décidèrent de se rendre directement chez Georges Lefebvre. Ils avaient besoin de le voir, de parler avec lui pour mieux comprendre les circonstances qui l'avaient mené à sa situation actuelle. Georges vivait dans un petit appartement, dans un quartier plus tranquille de la ville. Quand Émile entra dans le logement modeste, il fut frappé par la simplicité des lieux. Le contraste avec la grandeur de l'empire que Georges avait autrefois possédé était frappant. Georges, bien que vieillissant et aveugle, avait une prestance qui trahissait la dignité qu'il avait perdue. Il était assis dans un fauteuil, écoutant le tic-tac d'une horloge ancienne qui semblait marquer les secondes de manière plus lourde que jamais. « Bonjour, Georges, » dit Émile d'une voix calme, mais pleine de respect. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Le vieil homme leva doucement la tête, et bien que ses yeux ne fussent que deux pupilles blanches sans vie, il semblait percevoir la présence d'Émile et de Clément. « Je vous écoute, » répondit-il avec une voix rauque, mais pleine de force intérieure. « Georges, » dit Clément, « nous avons trouvé des irrégularités dans la procédure de votre tutelle. Nous pouvons peut-être la contester. Mais pour ce faire, nous devons savoir exactement ce qui s'est passé après que votre neveu vous a pris sous sa tutelle. » Georges ferma un instant les yeux, se concentrant. « Je n'étais pas préparé à cela, » dit-il finalement. « Je lui ai fait confiance. Mais un jour, j'ai découvert que mon argent disparaissait. Je ne comprenais pas. Antoine m'a dit que c'était pour mon bien, qu'il s'occupait de tout. Mais après cela, il m'a isolé, et un matin, je me suis retrouvé dehors, sans savoir où aller. » Émile et Clément échangèrent un regard. Cela confirmait ce qu'ils soupçonnaient. Antoine avait agi pour s'enrichir, mais il avait aussi pris un soin particulier à éliminer toute possibilité de retour en arrière. « Georges, vous avez raison de vouloir combattre cela, » dit Émile, une certaine détermination dans sa voix. « Nous allons vous aider. Vous ne serez pas seul dans ce combat. » « Mais il y a quelque chose d'autre, Émile, » dit Georges, sa voix tremblante. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Il y a une vérité sur ma famille que vous devez savoir, une vérité qui pourrait tout changer. » Clément se pencha en avant, intrigué. « De quoi parlez-vous » Georges les regarda, un poids de souvenirs lourd sur ses épaules. « Je ne savais pas tout ce que mon neveu faisait. Mais j'ai découvert qu'il avait des liens avec des personnes bien plus dangereuses que vous ne pouvez l'imaginer. » La lumière tamisée de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en lin qui couvraient les fenêtres du petit appartement de Georges. Émile et Clément se regardaient avec une certaine perplexité. Les révélations de Georges, bien que fragmentaires, laissaient entrevoir des liens entre Antoine Boucher et des individus aux intentions plus sombres. Cela ne faisait qu'ajouter des couches de mystère à cette affaire déjà bien compliquée. « Alors, Georges, » commença Émile, une question brûlante sur les lèvres, « quelles sont ces personnes dont tu parles »
Le vieil homme inspira profondément, ses mains tremblantes se serrant sur ses genoux. Je ne voulais pas que cela affecte ma famille. Mais quand j'ai découvert que mon neveu avait des contacts avec des criminels, je n'ai pas su quoi faire. Tout a commencé il y a quelques années, lorsqu'il a fait entrer des hommes que je ne connaissais pas dans ma maison. Des hommes que je n'ai jamais vus auparavant, mais leur visage, leur regard, m'ont glacé le sang. Clément se pencha en avant, son visage concentré. « Georges, tu es sûr de ce que tu dis ? Ce sont des gens dangereux, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Georges, sa voix se brisant légèrement. « Je crois qu'ils étaient impliqués dans des affaires louches, mais je n'ai jamais osé poser des questions. Antoine m'a toujours dit que c'était pour sécuriser mes investissements, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas juste. J'ai essayé de me concentrer sur ma vie, de garder tout ça loin de ma tête, mais ça m'a rattrapé. » Émile observa le vieil homme, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Antoine, son propre neveu, était-il vraiment impliqué dans des affaires criminelles? Si oui, cela rendrait tout ce qu'il avait fait d'autant plus monstrueux. C'était déjà impardonnable de l'avoir trahi pour l'argent, mais s'il était lié à des individus qui risquaient de causer encore plus de dégâts, cela prenait une toute nouvelle dimension. « Georges, » dit Émile après un moment de silence, « nous devons enquêter plus profondément sur ce que tu viens de dire. Il se peut que cette vérité soit la clé pour tout faire éclater. Nous devons savoir qui sont ces hommes, et quel rôle Antoine joue dans cette histoire. » Clément hocha la tête. « Exactement. Il est important que nous rassemblions toutes les pièces du puzzle avant de passer à l'action. Si nous attaquons Antoine de front sans comprendre toute l'étendue de ce qu'il a fait, nous risquons de tout compromettre. » Georges, les yeux perdus dans le vide, hocha lentement la tête. « Faites ce que vous devez faire. Je vous fais confiance. Mais sachez que cela pourrait être plus dangereux que vous ne le pensez. Antoine a ses propres moyens de se protéger. »« Ne t'inquiète pas, Georges, » dit Émile d'un ton ferme. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à cette mascarade. Et je ne te laisserai pas tomber. » Après avoir pris congé de Georges, Émile et Clément se retrouvèrent à l'extérieur, dans l'air frais de Nice. La ville semblait plus calme ce jour-là, comme si elle aussi attendait la suite de l'histoire. Mais dans l'esprit d'Émile, des questions tourbillonnaient. Comment Antoine avait-il pu sombrer si bas? Et quel genre d'individus étaient ces hommes mystérieux? Plus il y pensait, plus il était convaincu que cette situation ne se limitait pas simplement à une histoire d'argent et de trahison familiale. « Nous devons agir vite, » dit Clément, brisant le silence. « Si Georges a raison, Antoine a probablement des alliés puissants. Il est impératif que nous trouvions des preuves avant qu'il ne se cache derrière son réseau d'influence. » Émile acquiesça, le regard fixé sur l'horizon. « Je vais m'occuper de cela. Mais nous devons aussi protéger Georges. Il n'est plus en sécurité. » Ils décidèrent de prendre les choses en main immédiatement. Émile savait que le temps était compté. Antoine, fort de son pouvoir et de ses ressources, pourrait tout faire pour effacer les traces de ses crimes. Mais Émile ne comptait pas se laisser intimider. Il avait vu la détresse de Georges et la justice qui devait être rendue. Ce n'était plus une simple affaire d'héritage, c'était désormais une question de moralité, de rédemption et de faire face aux fantômes du passé. Les jours suivants furent remplis de recherches intensives. Émile utilisa toutes ses connexions dans le monde des affaires et des technologies pour collecter des informations sur Antoine et ses mystérieux alliés. Clément, de son côté, approfondit ses investigations juridiques, cherchant des failles dans les documents légaux qui avaient permis à Antoine de prendre le contrôle de la fortune de Georges. Peu à peu, les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Les liens entre Antoine et certains individus peu recommandables se firent de plus en plus clairs. Ces hommes, qu'il avait autrefois vus dans sa maison, étaient bien plus que de simples associés. Ils faisaient partie d'un réseau criminel puissant, opérant dans l'ombre de la société niçoise. Les révélations secouaient Émile. Il n'avait jamais imaginé que son propre sang soit mêlé à de tels scandales. Mais il savait une chose avec certitude, il ne pouvait pas reculer. Il devait rendre justice à Georges, et pour cela, il était prêt à tout. Les jours passaient rapidement, mais chaque moment semblait plus lourd que le précédent pour Émile. À mesure qu'il déterrait des informations sur Antoine Boucher,
Il se rendait compte que ce qu'il avait découvert était bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Les liens entre son cousin et les criminels de la ville devenaient de plus en plus évidents, mais il savait que la bataille ne faisait que commencer. Ce matin-là, Émile se rendit dans les bureaux de son entreprise. Il était censé assister à une réunion importante, mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait pas cesser de penser à Georges et à la manière dont son monde s'était effondré à cause de la trahison d'un homme qu'il avait élevé comme un fils. Cette pensée l'obsédait. Comment Antoine avait-il pu agir ainsi, détruire la vie de son propre oncle sans aucun scrupule? En arrivant à son bureau, Émile trouva Clément qui l'attendait. Il savait que son avocat était aussi déterminé que lui à obtenir des réponses. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Émile en se dirigeant vers la fenêtre, regardant la mer Méditerranée scintiller au loin. Clément prit une profonde inspiration, avant de répondre d'un ton grave. « Oui, et ça ne fait qu'aggraver les choses. J'ai eu accès à certains documents de la succession de Georges. Il y a des irrégularités dans les certificats médicaux qui ont été utilisés pour déclarer Georges inapte. Tout a été orchestré. Antoine a payé un médecin pour falsifier les rapports, ce qui lui a permis de prendre le contrôle total de la fortune de Georges. Mais ce n'est pas tout. J'ai également trouvé des liens directs entre Antoine et des comptes bancaires à l'étranger. Il a transféré des sommes importantes vers des pays où l'argent peut être blanchi sans attirer l'attention des autorités. Émile se tourna brusquement, une expression de colère marquant son visage. C'est inacceptable. Antoine n'a pas seulement détruit la vie de Georges, il a profité de son état de vulnérabilité pour se remplir les poches. Ce ne sont pas que des trahisons familiales, Clément. C'est un crime organisé. Clément hocha la tête en silence. Nous avons besoin de preuves solides pour le faire tomber. Mais ce n'est pas tout. Je crois que ce réseau criminel dans lequel Antoine est impliqué est bien plus vaste. Nous parlons peut-être de manipulation financière à une échelle bien plus grande. Le cœur d'Émile se serra. Il n'avait jamais envisagé que son propre cousin soit l'une des pièces maîtresses d'une organisation criminelle. Cela le poussait à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille, sur sa propre vie. « Mais que faire maintenant ?» demanda-t-il. « Nous devons frapper fort et vite, » répondit Clément, « mais pour cela, nous devons nous assurer que Georges est protégé. Antoine sait que nous sommes sur sa piste, et il ne reculera devant rien pour effacer ses traces. » Émile prit un moment pour réfléchir. « Alors, nous devons déplacer Georges. Le mettre à l'abri. Il est en danger ici. » Ils prirent rapidement la décision de faire appel à un garde du corps privé et de transférer Georges dans un endroit sûr. Pendant ce temps, Émile continua de rassembler des preuves pour étayer l'accusation. Il savait qu'ils avaient de bonnes chances de faire tomber Antoine, mais la route serait semée d'embûches. Quelques jours plus tard, ils organisèrent une rencontre discrète dans un hôtel à l'extérieur de Nice, loin des regards indiscrets. Émile, Clément et quelques personnes de confiance étaient présents. Mais au moment où ils allaient prendre une décision stratégique, un appel inattendu fit sonner le téléphone d'Émile. « Allô ? Émile Dubois ?» dit une voix grave à l'autre bout du fil. Il se figea. C'était une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « C'est moi. Qui êtes-vous ? Je suis quelqu'un qui a des informations cruciales pour vous. Des informations sur Antoine. Vous devriez m'écouter, Émile. Mais pas ici, pas maintenant. Je vous enverrai un message avec un lieu. Vous devrez venir seul. » Émile sentit une vague de tension monter en lui. Qui pouvait être cette personne? Était-ce un allié, ou quelqu'un cherchant à le manipuler? Mais une chose était sûre, cet appel était trop important pour l'ignorer. « Je viens », répondit-il d'une voix déterminée, avant de raccrocher. Clément le regarda, inquiet. « Tu es sûr de vouloir y aller seul? »« Je n'ai pas le choix, Clément. Il faut que je sache de quoi il s'agit. » Et ainsi, Émile se retrouva à se rendre seul à un endroit secret, son esprit tourné vers ce qu'il pourrait découvrir. Il savait que cette rencontre pourrait être un tournant décisif dans cette histoire. Émile roula dans les rues sombres de Nice, la nuit tombée, avec un léger frisson parcourant sa peau. L'appel qu'il avait reçu quelques heures plus tôt le hantait.
Il n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation que cette rencontre allait tout changer, mais dans quel sens? Était-ce une chance de découvrir la vérité ou un piège bien monté pour l'éloigner de ses recherches? Il arriva enfin au lieu indiqué, un vieux café isolé à l'écart du centre-ville. Il y avait peu de lumière, et le silence était presque irréel. Émile s'arrêta devant la porte et jeta un regard autour de lui, cherchant des signes de danger. Rien. Rien, sauf l'ombre d'une silhouette qui se tenait près de la fenêtre. Un homme grand, en manteau sombre, observant silencieusement. Émile sentit son cœur s'emballer. C'était lui. Il n'en doutait pas. Sans hésiter, il entra dans le café. L'intérieur était désert, à l'exception de l'homme qui l'attendait à une table près de la fenêtre. Un café froid et une vieille cigarette consumée étaient les seuls témoins de son passage. L'atmosphère était lourde, pesante. Comme si le temps lui-même hésitait à avancer dans cet endroit isolé. « Vous devez être Émile » dit l'homme d'une voix rauque, levant les yeux de son café pour le fixer. « Je suis Jean-Luc. J'ai des informations qui vous intéressent. » Émile s'assit en face de lui, les sourcils froncés. « Que savez-vous sur Antoine ?» Jean-Luc se pencha légèrement en avant. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais tout ça a un prix. Si vous voulez savoir la vérité, vous devrez m'aider. » Émile serra les poings. Il avait entendu ce genre de discours trop de fois dans son travail. Des informations contre des services. Mais cette fois, il n'avait pas d'autre choix. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Ce que je veux, c'est que vous fassiez tomber Antoine, mais de la manière la plus éclatante possible. Pas simplement en l'exposant, mais en le mettant dans une situation où il ne pourra plus s'en sortir. Il a des ennemis, Émile. Des gens qui attendent de le voir tomber. Vous devez les rencontrer. » Émile resta un moment silencieux, analysant la situation. Que signifiait ce prix que Jean-Luc exigeait? Et quels ennemis Antoine avait-il qui pourraient être utilisés contre lui? Mais il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des hésitations. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vais faire ce que vous demandez. Mais vous devez être sûr de ce que vous dites. Je ne me lance pas dans des conspirations sans preuve. » Jean-Luc hocha la tête, puis sortit un document froissé de sa veste. « Voici ce que vous devez savoir. Ces papiers contiennent des informations sur un transfert d'argent à un compte bancaire à l'étranger. Antoine a envoyé une somme importante à un cartel en Espagne. Le but? Disparaître avec l'argent. Il est déjà impliqué dans des affaires bien plus grandes que vous ne le pensez. » Émile prit les papiers, les examinant rapidement. Chaque ligne semblait confirmer ce qu'il soupçonnait. Antoine ne se contentait pas de manipuler Georges, il était un rouage dans un système bien plus vaste. Cette révélation le fit frémir. Il se sentait à la fois choqué et déterminé. « Je vais m'occuper de ça, » dit-il, en se levant brusquement. « Je vais exposer Antoine pour ce qu'il est. » Jean-Luc lui fit signe de s'arrêter avant qu'il ne quitte le café. « Un dernier conseil, » dit-il, sa voix devenant plus basse. « Faites attention à qui vous croyez être de votre côté. L'ennemi peut se cacher là où vous vous y attendez le moins. » Émile le regarda une dernière fois, puis se dirigea vers la porte. Cette nuit, il avait franchi un pas de plus vers la vérité, mais une question persistait. Qui était réellement de son côté? Une fois dehors, il monta dans sa voiture et se dirigea vers le bureau de Clément. Il savait qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Il avait besoin de l'avocat pour démêler ses informations, et surtout, pour préparer une attaque juridique solide contre Antoine. Arrivé au bureau, Clément l'attendait, penché sur une pile de documents. « Tu as découvert quelque chose. » Émile posa les papiers sur la table. Antoine est bien plus impliqué dans des affaires criminelles qu'on ne l'avait imaginé. Il a des liens avec des organisations criminelles, Clément. Il a transféré de l'argent à des cartels. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne disparaisse. Clément prit les documents, les parcourant rapidement. C'est grave, Émile. Si nous avons ça, nous pouvons vraiment le faire tomber. Mais il faut agir vite. Il doit y avoir un plan. Émile hocha la tête, son esprit tourné vers la suite des événements. C'est plus qu'une question de justice.
C'est une question de sauver Georges et d'arrêter un homme qui est une menace pour bien plus que notre famille. La bataille pour la vérité venait de commencer. Et Émile savait que ce serait un combat acharné. Mais il n'avait plus peur. Il était prêt à tout pour faire tomber Antoine et rendre justice à Georges. Le soleil se couchait lentement sur la baie de Nice, projetant une lumière dorée sur la mer calme. Émile, assis dans son bureau, fixait l'horizon, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Chaque nouvelle découverte sur Antoine Boucher semblait l'entraîner plus loin dans un labyrinthe de corruption et de trahison. Il n'était plus simplement un homme d'affaires cherchant à protéger son héritage, il était désormais un justicier, déterminé à démanteler un réseau de mensonges et de manipulations. Mais il y avait encore tant de choses à découvrir, et chaque étape vers la vérité semblait l'amener à des portes plus dangereuses. Clément Faure entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. L'expression sur son visage était grave, presque angoissée. « Émile, commença-t-il, nous avons un problème. » Émile se tourna lentement vers lui, son regard perçant. « Quel genre de problème ?» demanda-t-il, une légère tension dans sa voix. Clément posa un dossier épais sur le bureau, ses mains tremblantes. « Je viens de recevoir ces informations. Antoine Boucher a des alliés puissants. Des gens bien au-delà de ce que nous imaginions. Il a déjà déplacé une grande partie de ses fonds vers des comptes offshore, et non seulement ça. » Il s'arrêta un instant, cherchant ses mots. « Il a aussi des liens avec des figures de l'ombre, des personnes que nous ne pouvons pas toucher facilement. Ces informations que vous avez recueillies ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est une preuve plus solide, quelque chose d'irréfutable. » Émile se leva brusquement, agité. « Tu veux dire que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent pourrait être vain? » « Non, » répondit Clément, en secouant la tête. « Mais il va falloir aller plus loin. Beaucoup plus loin. » Émile se dirigea vers la fenêtre, son esprit bouillonnant. La situation devenait de plus en plus complexe. Il avait déjà sacrifié tant de choses pour en arriver là, et maintenant, il se retrouvait à devoir risquer encore plus. Mais pour Georges, pour la justice, il n'y avait pas de retour en arrière. « Nous allons l'arrêter, » dit-il d'une voix calme, mais résolue. « Peu importe ce qu'il faudra. » Clément hocha la tête, mais une inquiétude restait visible sur son visage. « Émile, je ne veux pas te mentir. Il y a des gens qui ne reculeront devant rien pour protéger Antoine. Si nous allons plus loin, il faut être prêt à tout. Mais je crois qu'il est possible de le faire tomber. Nous avons juste besoin d'un dernier coup de maître. » Émile tourna son regard vers lui. « Quel genre de coup de maître ?» Clément se leva, prit un autre dossier, et le posa sur la table. « Il existe un témoin clé, quelqu'un qui connaît les détails de toute cette affaire. Mais ce témoin vit dans une situation précaire, et il est constamment sous surveillance. Nous avons deux options, le convaincre de parler, ou bien forcer la main d'Antoine pour qu'il fasse une erreur. » Émile hésita, son cœur battant la chamade. Convaincre ce témoin de parler signifiait risquer sa propre sécurité. Quant à l'autre option, elle semblait trop risquée, trop dangereuse. Mais la situation devenait de plus en plus urgente. Si nous prenons le témoin sous notre protection, nous devons le faire immédiatement. Mais si Antoine sent la menace, il agira rapidement pour effacer toute trace. Nous devons agir ce soir, décida Émile, son regard déterminé. Clément acquiesça. « Je vais contacter le témoin. Mais sache que cela ne sera pas facile. Antoine a des oreilles partout. » La tension dans la pièce était palpable. Chaque mouvement d'Émile semblait peser sur l'avenir de cette affaire. Le poids de la décision qu'il venait de prendre l'écrasait presque, mais il savait que c'était la seule option pour faire tomber Antoine une fois pour toutes. Il avait trop de gens à protéger pour reculer maintenant. Alors qu'il se dirigeait vers la porte pour quitter le bureau, Clément le retint. « Émile, fais attention. Il y a des limites à ce que nous pouvons faire sans mettre en danger nos vies. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous devons être prêts à tout. » Émile tourna une dernière fois la tête. « Je le sais. Mais la vérité doit éclater. Peu importe le prix. D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, Kermo Saber. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Passons à l'histoire.
La nuit était maintenant tombée sur Nice, et Émile savait que chaque minute qui passait les rapprochait de l'affrontement inévitable. Le plan était risqué, mais c'était le seul moyen de stopper Antoine. Plus rien ne pourrait l'arrêter. Il avait choisi son camp, et il n'avait pas l'intention de se laisser faire. C'était une question de justice. Et personne, pas même Antoine, ne pourrait l'en empêcher. La pluie tombait drue sur la ville de Nice, transformant les rues en rivières sinueuses. Émile se tenait à la fenêtre de son bureau, les yeux rivés sur le paysage chaotique en dessous. Son esprit était aussi agité que la tempête qui battait la ville. Le plan qu'il avait mis en place était risqué, et chaque moment qui passait augmentait la tension. Mais il savait que ce soir marquerait un tournant. La confrontation avec Antoine Boucher était inévitable. Clément Faure était déjà sur le terrain. Il avait contacté le témoin clé, un ancien associé d'Antoine, qui avait accepté de témoigner en échange de la protection d'Émile. Mais le témoin était nerveux, effrayé par les répercussions d'une telle décision. Antoine avait ses tentacules partout, et personne n'était à l'abri de sa vengeance. C'était précisément pourquoi cette affaire était devenue plus qu'une simple question de justice pour Georges. C'était une question de survie. Émile avait soigneusement orchestré chaque détail de la rencontre. Il savait que si Antoine était alerté à l'avance, il disparaîtrait dans l'ombre, et toute la vérité tomberait dans l'oubli, comme tant d'autres affaires avant elle. Mais il avait sous-estimé un élément. Antoine était aussi intelligent qu'il était cruel. Émile n'avait pas prévu que l'antagoniste serait aussi proche de ses alliés que ce qu'il venait de découvrir. En un instant, tout pourrait être compromis. Il se tourna vers Clément, qui venait juste d'entrer dans le bureau, l'air préoccupé. « Il est là », dit Clément d'une voix basse. « Antoine sait qu'on arrive. Il a préparé ses hommes. Il ne se laissera pas faire facilement. » Émile ressentit une pression dans sa poitrine. L'enjeu était bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Il faut agir maintenant. Chaque seconde compte. Clément acquiesça et tendit un dossier à Émile. Voici les derniers détails. Nous avons tout ce qu'il faut pour le coincer, mais il faut être prudent. Antoine est toujours un homme puissant, malgré tout ce qu'il a fait. Émile attrapa le dossier, parcourut les pages rapidement, mais son regard se posa sur une pièce clé de l'information. Un enregistrement compromettant dans lequel Antoine ordonnait à ses hommes de saboter les preuves à l'insu de tout le monde. Cet enregistrement pourrait être la pièce manquante pour enfin faire tomber l'homme qui avait ruiné la vie de Georges. Il se tourna vers Clément, déterminé. « C'est ça, la clé. Nous avons ce qu'il faut. Il ne peut plus s'échapper. » Les deux hommes sortirent du bureau et se dirigèrent vers l'endroit où le témoin avait accepté de rencontrer Émile. La pluie battait contre le sol, et l'air était saturé de tension. Émile savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui se passait ce soir allait changer la vie de Georges, mais aussi la sienne. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de redonner à un homme ce qu'il avait perdu, sa dignité. La rencontre avec le témoin avait été fixée dans un café en périphérie de Nice, un lieu discret et à l'abri des regards. Émile et Clément arrivèrent à l'endroit en silence. Le témoin, un homme d'une trentaine d'années nommé Pierre, les attendait déjà, assis à une table dans un coin sombre. Il semblait nerveux, jetant des regards furtifs autour de lui. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» demanda Clément en s'asseyant en face de lui. Antoine Boucher a des ressources infinies. Vous comprenez bien ce qui pourrait se passer. Pierre hocha la tête. Je n'ai pas le choix. J'ai vu trop de choses. Il m'a menacé de me tuer si je disais quoi que ce soit. Mais je ne peux plus vivre dans la peur. Ce qu'il fait à Georges, c'est inacceptable. Émile le fixa intensément. Alors vous savez ce que vous devez faire. Nous avons un enregistrement. Si vous témoignez et que nous obtenons sa condamnation, vous serez protégé. Pierre hésita un instant, mais les mots d'Émile semblèrent le convaincre. Il se leva, et dans un souffle, dit « Je vais vous aider. Antoine doit payer pour ce qu'il a fait à mon ami. » Juste au moment où il se préparait à partir, la porte du café s'ouvrit brusquement, et une silhouette familière entra. Antoine Boucher. Il sourit en apercevant Émile et Clément, son regard empli de mépris.
Alors, vous croyez vraiment pouvoir m'arrêter? Vous, un simple homme d'affaires, contre un empire que j'ai construit. Émile se leva lentement, son regard ne quittant pas celui d'Antoine. Tout ce que vous avez construit est bâti sur des mensonges et des trahisons. Votre empire s'effondrera ce soir. Antoine éclata de rire. Vous êtes trop naïf. Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Un silence lourd s'installa dans le café, alors qu'Émile sentait l'adrénaline monter en lui. Ce n'était plus qu'une question de minutes avant que la vérité éclate au grand jour. Antoine allait être confronté à ce qu'il avait toujours évité, la justice. Les rues de Nice étaient silencieuses cette nuit-là, le ciel orageux, les nuages couvrant la lune, créant une atmosphère pesante. Émile se tenait dans sa voiture, regardant la silhouette imposante d'Antoine Boucher qui s'éloignait à grands pas. Le face-à-face de Touta leur l'avait laissé perplexe. Antoine n'avait montré aucune peur, aucune hésitation. Son calme glacé était inquiétant. Émile savait qu'il n'en avait pas fini avec lui. Cette guerre n'était pas encore gagnée. Loin de là. En entrant dans le bureau de Clément, il retrouva son avocat plongé dans des papiers. Les derniers détails du dossier qu'il préparait pour la confrontation judiciaire étaient cruciaux. Antoine devait être arrêté, mais il était rusé. Il avait des alliés influents, des connexions puissantes qui pourraient se retourner contre Émile à tout moment. Ce n'était pas simplement un homme à abattre. C'était un réseau entier qui se cachait dans l'ombre. Mais Émile avait décidé de ne plus reculer. Tu as vu comment il a réagi, Clément? Émile prit place à la table, ses yeux fixant les documents devant lui. Il sait qu'on arrive. Il doit être au courant de notre plan. Et pourtant, il reste calme, presque trop calme. Clément hocha la tête. Je n'ai pas confiance en lui. Tout ce qu'il fait est calculé. Mais il est sur le point de perdre tout ce qu'il a. Il n'y a pas de retour en arrière pour lui maintenant. Émile frissonna. Il savait que la justice n'était pas simplement une question de bon sens, mais de timing. Le moindre faux pas et toute leur stratégie pourraient s'effondrer comme un château de cartes. Il se leva brusquement, la tension dans ses veines palpable. Nous devons agir ce soir. Si nous attendons demain, il aura déjà pris ses mesures. Il faut que Pierre fasse sa déposition aujourd'hui même. Clément le regarda avec insistance. Es-tu sûr que tu veux prendre ce risque? Antoine a ses propres alliés dans la justice. Ce qu'il fera ensuite pourrait te coûter bien plus que tu ne l'imagines. Émile serra les poings. Il savait que l'attaque frontale était risquée, mais l'alternative était encore pire. Laisser Antoine continuer à manipuler les faits et à détruire des vies sans conséquence. Il n'avait pas le temps d'hésiter. Ils se rendirent rapidement à l'endroit où Pierre, leur témoin clé, avait accepté de faire sa déposition. Le bruit de la pluie battant contre les fenêtres du véhicule ne faisait qu'augmenter la pression qui pesait sur eux. Clément était dans le fauteuil du passager, les yeux fixés sur les papiers devant lui, tout en murmurant des calculs et des stratégies à haute voix. Émile, lui, était plongé dans ses pensées, concentré sur l'objectif final, la chute d'Antoine Boucher. Lorsqu'ils arrivèrent à l'adresse, une petite maison isolée dans un quartier calme de Nice, Pierre les attendait déjà dans la salle à manger. Il semblait nerveux, ses mains tremblant légèrement, mais ses yeux étaient résolus. C'était le moment où tout se jouait. Il savait qu'une fois qu'il aurait parlé, il n'y aurait plus de retour en arrière pour lui non plus. Antoine ne pardonnerait pas cette trahison. « Tu es prêt, Pierre ?» demanda Clément, en fixant l'homme avec une lueur d'encouragement dans les yeux. Pierre hocha la tête, bien que son visage soit marqué par la peur. « Je n'ai pas le choix. Si Antoine découvre que j'ai parlé, je suis mort. Mais il faut que la vérité éclate. Georges a souffert trop longtemps. » Émile le fixa un instant, avant de répondre, plus doucement. « Tu fais ce que beaucoup d'autres n'auraient pas osé faire. Et pour ça, tu retrouveras ta liberté. » Ils se dirigèrent vers la pièce où la déposition aurait lieu. Pierre s'assit, les mains toujours tremblantes, et Émile s'assura que tout était en place. Les enregistrements étaient prêts, les témoins également. L'étau se resserrait autour d'Antoine, mais ce dernier ne savait pas encore à quel point le piège était bien tendu. Au moment où Pierre commença à raconter ce qu'il savait,
la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Une silhouette imposante entra dans la pièce, et Émile sentit son cœur s'arrêter un instant. Antoine Boucher. Alors, c'est comme ça que vous voulez jouer, Émile ? Dit Antoine d'une voix calme mais menaçante. Il regarda Pierre, un sourire cruel sur le visage. Tu as cru que tu pouvais me trahir impunément. L'atmosphère devint électrique. Émile et Clément se levèrent d'un même mouvement, prêts à réagir à la moindre attaque. Antoine, quant à lui, semblait presque amusé par la situation. Tu pensais vraiment que je ne saurais pas ce que vous manigancez derrière mon dos ? Continua Antoine, ses yeux fixant Émile avec une froide détermination. Je suis toujours un pas devant vous. Émile ne sia pas. Ce soir, Antoine, c'est toi qui perds. Tu as joué avec trop de vie, et maintenant, tout va éclater. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Pierre, tremblant, fixa Émile et Clément. Il savait que ce qu'il avait à dire allait déterminer l'issue de cette confrontation. La vérité, aussi dangereuse soit-elle, devait sortir. Et c'était ce soir-là, dans cette pièce, que l'histoire de Georges Lefebvre et de son ignoble neveu allait enfin trouver son dénouement. Les jours qui suivirent la confrontation avec Antoine furent marqués par une intensité qu'Émile n'avait pas imaginée. Chaque instant semblait crucial, chaque mouvement, chaque décision pesant lourdement sur ses épaules. Il savait que le pire était encore à venir, mais il était déterminé à ne pas laisser Antoine s'échapper une fois de plus. Le procès était imminent. Clément et Émile avaient rassemblé toutes les preuves nécessaires, mais il restait encore une incertitude, la réaction d'Antoine. Émile savait qu'il était un homme dangereux, prêt à tout pour préserver ses privilèges et son pouvoir. Il n'allait pas se laisser acculer sans réagir. C'était une question de survie pour lui. Ce matin-là, Émile se leva tôt. Il avait passé une nuit presque sans sommeil, les pensées tournant en boucle dans sa tête. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image d'Antoine, ce sourire arrogant sur son visage lorsqu'il les avait confrontés chez Pierre. Le souvenir de cette rencontre le hantait, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait faire face à cet homme, à cette menace qui pesait sur la justice et sur la vie de Georges. Le procès se déroulait dans une salle d'audience sobre, mais l'atmosphère était électrique. Les avocats, les témoins, les journalistes, tous étaient là, attentifs, curieux de découvrir comment cette affaire allait se terminer. Antoine était déjà dans la salle, assis calmement, son regard froid balayant la pièce. Il savait qu'il était dans une position précaire, mais il était un maître dans l'art de manipuler les gens. Émile l'observa discrètement depuis l'autre côté de la pièce. Ce qui était clair, c'était que cet homme ne craignait rien. Il n'avait pas encore compris l'ampleur de la tempête qui allait déferler sur lui. La première partie du procès se déroula dans un calme relatif, mais tout changea lorsque Clément monta à la barre. Il commença par détailler la fraude monumentale d'Antoine, comment il avait manipulé les documents pour faire passer son oncle Georges pour un homme mentalement incapable, et comment il l'avait privé de sa fortune en utilisant des moyens frauduleux. Clément énuméra les preuves accablantes. Les témoignages des proches de Georges, les relevés bancaires falsifiés, les contrats truqués. Il ne laissa aucune place à l'ambiguïté. Antoine Boucher était coupable, et la vérité ne pouvait plus être ignorée. Émile écoutait chaque mot avec une attention extrême. Il se sentait étrangement calme, presque détaché. Ce n'était pas le moment de se laisser emporter par l'émotion. Il avait pris l'habitude de contrôler chaque situation, de ne jamais perdre son calme, mais cette fois-ci, il savait que la victoire était presque à portée de main. Il avait tenu bon, contre vent et marée, et ce moment marquerait la fin du règne d'Antoine. Mais à mesure que Clément poursuivait son discours, Émile sentit un frisson parcourir son dos. Il savait que tout ne se passerait pas aussi facilement. Antoine était un homme rusé, et même si les preuves étaient solides, il n'avait pas dit son dernier mot. Il le savait. Et il le sentit en voyant Antoine se lever lentement de sa chaise. L'air semblait se refroidir d'un coup, comme si un nuage sombre venait de recouvrir la salle. Antoine s'avança vers la barre, son regard glacial fixé sur le juge et sur l'audience. Il n'était pas un homme à se laisser démonter par des accusations, même les plus graves. D'une voix calme et posée, il commença à parler, mais ses mots étaient empoisonnés. Il niait tout,
prétendant que la situation avait été mal comprise, que les documents avaient été manipulés par d'autres, qu'il était victime d'un complot. Il évoqua des témoins fictifs et des alibis qui n'avaient aucune crédibilité. Il était convaincu que son pouvoir, ses ressources et son réseau d'influence suffiraient à l'innocenter. Émile serra les poings. Le silence dans la salle était lourd, oppressant. Antoine réussissait à manipuler les gens, à les convaincre qu'il était le héros de cette histoire, et non le criminel. Mais Émile savait que la vérité finirait par éclater. Il avait les cartes en main. Clément l'avait dit à plusieurs reprises. Ce procès était une question de timing. Il fallait faire tomber les masques au bon moment. Quand Antoine eut fini de parler, Clément se leva à son tour. Son regard était acéré, sa voix forte et assurée. « Monsieur le juge, ce que vous venez d'entendre est une tentative désespérée de manipuler l'opinion publique. Antoine Boucher a tout orchestré pour détruire la vie de son propre oncle, Georges Lefebvre, en utilisant des méthodes illégales. Mais nous avons prouvé, preuve à l'appui, que les accusations contre lui sont fondées. Il ne peut plus fuir la vérité. » La salle se tint silencieuse alors que Clément brandissait les derniers éléments du dossier. Des enregistrements des conversations entre Antoine et des complices, des documents bancaires certifiés et un dernier témoignage. Celui de Georges lui-même, qui, bien que fragile, avait survécu à l'abandon et à l'humiliation infligée par son neveu. Le juge se leva enfin. Son verdict était imminent. Après avoir examiné toutes les preuves et écouté les témoignages, je déclare Antoine Boucher coupable des accusations portées contre lui. Il devra répondre de ses actes devant la justice. Émile sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas encore la fin, mais c'était un début. Antoine Boucher venait de recevoir la sentence qu'il méritait, et Georges retrouverait enfin son honneur. Mais Émile savait que la véritable victoire ne résidait pas dans cette condamnation, mais dans l'effet que cette histoire allait avoir sur sa propre vie. Le verdict prononcé contre Antoine Boucher résonna dans l'esprit d'Émile pendant des jours. Ce dernier se sentait soulagé, mais aussi étrangement apaisé. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle aventure, commencée par un simple acte de bonté, le conduirait à un combat aussi intense pour la justice. La vérité, aussi brutale soit-elle, avait triomphé. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, pas encore. La véritable récompense se trouvait dans l'impact de ses actions sur la vie des autres. Georges Lefebvre, bien que fragilisé par des années de négligence et de trahison, avait retrouvé une forme de paix intérieure. Lorsqu'il entendit le verdict, un léger sourire se dessina sur ses lèvres ridées. Il avait enfin vu son neveu payer pour la douleur qu'il lui avait infligée, et il savait que la route qui l'attendait, même en restant un homme âgé et fragile, serait empreinte de dignité. Mais plus que tout, ce qui le réchauffait le cœur, c'était de savoir qu'Émile était resté à ses côtés tout au long de ce combat. Le procès n'était qu'une étape de la rédemption de Georges. Émile n'avait pas seulement combattu pour qu'il soit rétabli dans ses droits, mais aussi pour que sa vie puisse retrouver un peu de lumière. Après des années d'abandon, l'isolement ne semblait plus être une fatalité pour Georges. Il recevait maintenant des soins réguliers et son état de santé s'était amélioré, même s'il demeurait fragile. Émile, par son geste, lui avait offert une chance de vivre dignement ces dernières années. La réconciliation entre Émile et Georges, bien qu'elle fût empreinte de simplicité, portait en elle une vérité universelle. L'impact d'un geste de compassion peut transformer des vies de manière irréversible. Georges ne demandait rien de plus que de vivre sans la peur constante de la trahison. Il avait trouvé un ami en Émile, un homme de cœur qui ne se contentait pas de la réussite matérielle, mais qui, au fond, cherchait à réparer les erreurs du passé. Au fil des semaines, Émile s'était retrouvé à passer de plus en plus de temps avec Georges, à discuter avec lui, à l'écouter. Il apprenait des choses sur la vie, sur le sens profond de l'existence, des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Et même si Émile continuait de mener ses affaires, il n'avait plus le même regard sur la richesse, sur les affaires, ni sur ses propres aspirations. Lors de ces rares moments de réflexion, Émile se demandait comment il en était arrivé là, à s'impliquer dans la vie d'un inconnu, à prendre des risques pour un homme qu'il ne connaissait presque pas. Mais plus il y pensait, plus il se rendait compte que ce qu'il avait fait ne venait pas simplement de la logique, mais d'un appel intérieur qu'il ne pouvait ignorer.
Ce n'était pas seulement une question de rétablir une injustice. C'était une quête de sens, un désir profond de donner un peu de sa propre humanité aux autres. Mais il y avait une autre partie de l'histoire qui, malgré la victoire, ne cessait de hanter Émile. Antoine, désormais jugé et condamné, avait été pris dans un tourbillon de conséquences qu'il ne pourrait jamais échapper. Ses biens avaient été confisqués, son entreprise démantelée, et sa réputation détruite. Mais pour Émile, ce n'était pas une victoire complète. Il ne se réjouissait pas du sort d'un homme, même coupable. Au contraire, il ressentait une profonde tristesse. Antoine avait tout perdu, et cela, Émile le savait, ne ramenait pas la dignité qu'il lui avait volée à Georges. La vengeance ne guérissait pas les blessures profondes. La justice, si nécessaire, n'était pas une fin en soi. Un jour, après plusieurs mois de travail et de réflexion, Émile invita Georges à déjeuner dans un petit restaurant au bord de la mer, loin de l'agitation de la ville. La brise fraîche de l'hiver apportait une sensation de calme, presque comme un dernier souffle avant le changement de saison. Alors qu'il s'asseyait à une table près de la fenêtre, Émile se tourna vers Georges et dit d'une voix posée : « Je sais que la vie n'est jamais parfaite, mais ce que j'ai appris, en t'aidant, c'est que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède. C'est dans la façon dont on traite les autres, dans la façon dont on change la vie des gens autour de soi. Et toi, Georges, tu m'as appris cela. » Georges, qui avait longtemps regardé le monde avec méfiance et douleur, sourit. Un sourire sincère, celui d'un homme qui, malgré ses épreuves, avait retrouvé l'espoir. « Je n'ai rien à offrir en retour, Émile. Mais sache que ton geste a tout changé. La paix que je ressens maintenant est inestimable. » Le repas se poursuivit dans une atmosphère de sérénité, une fin en beauté pour une histoire de rédemption et de réconciliation. Émile avait donné beaucoup de lui-même pour redonner à Georges ce qu'il avait perdu, mais plus que tout, il avait trouvé une nouvelle vision de la vie. Et à partir de ce jour, Émile, bien que toujours un homme d'affaires, prit conscience de l'importance de faire une différence dans le monde. La richesse, il la possédait déjà. Mais la véritable richesse, il la découvrirait à travers chaque geste de bonté, chaque acte de compassion, et surtout, chaque moment passé à partager son humanité avec ceux qui en avaient le plus besoin. La justice avait été rendue. Et l'histoire d'Émile Dubois et Georges Lefebvre, un homme sauvé d'un destin tragique, vivrait à travers les choix qu'Émile ferait désormais, un homme qui avait trouvé le véritable sens de la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez Avenue, likez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.